il faut, il n'y aura pas de pause, ça je l'ai déjà dit ce matin. Donc, il est 3h moins le quart, ça va s'en sortir. Il faut impérativement que l'on finisse au plus tard à 4h, 4h moins 5, 4h. Après, il y aura la place des coordonnateurs dans les pays étrangers. Donc voilà. Donc on va regrouper les 3 ateliers concernant l'évaluation. On va commencer par ça. Puis le dernier quart d'heure, je vous présenterai la méthode du PNO d'accompagnement. C'était ce qui était prévu au programme. On a déjà dit beaucoup de choses sur l'évaluation ce matin. Alors le rôle des animateurs que vous voyez ici, c'est de parler le moins possible et de répondre à vos questions. Mais parler le moins possible, ça ne veut pas dire ne pas parler du tout. C'est-à-dire qu'il faut dire d'abord chacun quelques mots. Je dis bien quelques mots, je serai le gendarme, maintenir le timing. Alors, je vous rappelle quels sont les animateurs. Romain Fayel, qui joue un rôle très important dans l'association. Ce sera pour la folie de l'évaluation, notamment le dossier. Gérard Loton, l'évaluation par projet. Corinne et Franck, l'évaluation par contrat de confiance. Corinne en a déjà parlé ce matin. D'ailleurs, la folie de l'évaluation, j'en ai déjà parlé aussi ce matin. Et puis Jérôme Gaïdé, c'est pour tout ce qui concerne l'évaluation. Il est directeur de lycée clinique. Donc il a beaucoup de choses à dire concernant l'évaluation et la souffrance des élèves dans ce domaine. Alors, dans quelques mots, vraiment, pour laisser la place aux questions, mais vous interviendrez après chacun. Parce qu'il y aura des questions qui vous concernent. Romain va commencer pour toi. On va essayer de faire rapide. Mais moi, pour préparer le temps d'intervention et l'atelier, je suis allé consulter le dictionnaire. Et je me suis aperçu que le terme de folie était polysémique. Mais j'ai quand même retenu une définition qui pourra peut-être éclairer les échanges. Donc la définition donnée par le Littré, l'une des définitions nous dit que par exagération, c'est une absence de raison, une extravagance ou un manque de jugement. Je reviendrai très rapidement sur ce terme-là. Et puis l'éclairer aussi avec une citation, donc une définition subjective d'Albert Einstein qui nous dit, elle est assez connue, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Voilà. Et là je pense on peut faire un parallèle avec les nombreux dysfonctionnements qui ont été pointés par André et le MCLCM depuis très longtemps, notamment concernant le poids de la tradition ou en matière d'évaluation la perpétuation d'habitudes autour de ces dysfonctionnements. Donc le but, je pense, de l'atelier, c'est d'avoir un maximum d'échanges et peut-être de les éclairer par des exemples, alors je vais le dire comme ça, des exemples de la folie ordinaire, au sens donc retenu par la première définition donnée, qui est le manque de jugement. Donc voilà, je vais juste me lancer autour d'un point qui peut-être interpellera les collègues. On a souvent eu des échanges avec certains collègues, notamment du cycle 3, voire des collègues de collège, puisque j'enseigne moi-même dans une classe de CM2, autour d'un outil institutionnel qui s'appelle le LSU, ou LSE, et plus particulièrement sur les niveaux de validation. Voilà. Puisqu'on est censé positionner autour des éléments de programme un niveau de validation allant donc du non dépassé, en passant par partiellement atteint. Et j'ai souvent eu un débat assez vif avec des collègues sur le sens du dernier niveau, du 4e niveau, qui est compétence dépassée. Voilà. Et je sais qu'on n'est jamais finalement arrivé à dégager un consensus autour de ce niveau, puisque moi-même je n'arrivais pas à définir ce qu'était une compétence dépassée. Voilà. Donc on est vraiment sur un élément de divergence de jugement et on est peut-être sur des éléments périphériques autour du thème de folie si on doit l'appliquer
au quotidien de nos classes. Voilà, donc je le soumets à votre réflexion, je me suis lancé, puis peut-être on peut attendre aussi un certain nombre d'anecdotes au quotidien autour de problématiques de jugement, au-delà du terme folie. Voilà. Merci Romain. Gérard, c'est pour l'évaluation par projet. Quelques mots, comme ça va très bien. Comme ça, on restera la place pour les questions. Voilà, donc quelques éléments rapides de présentation que vous pouvez retrouver si vous avez un écran devant vous. Sur le site, à l'adresse du site /grand-epp.pdf. Grand E, majuscule EPP.pdf. Alors en gros, l'idée c'est d'apprendre en s'engageant dans un projet. L'évaluation, l'enseignement par projet. Quand on dit évaluation par projet, il s'agit évidemment d'apprentissage et évaluation par projet. C'est une modalité qui gagne du terrain, mais qui est très exigeante en suivi. C'est une pédagogie active, car elle fait appel à l'initiative, elle entraîne à la recherche et à la création. Elle apprend à gérer son temps en fonction d'un objectif et d'un délai. Elle apprend à explorer les ressources documentaires et à les annexer. Elle se situe au croisement de plusieurs disciplines pour traiter un sujet qui n'est pas enfermé dans une seule discipline. Ça apprend aussi à s'adresser à des partenaires extérieurs, à concevoir comment exposer son projet, rapport écrit, diaporama, soutenance, voire réapprécier ses savoirs dans différentes situations non scolaires. Ça nécessite de savoir relever des défis très exigeants pour les enseignants, car ça suppose un suivi régulier et des rencontres. Quelquefois des conflits à gérer quand l'implication des membres du groupe est illégale. C'est une lourde charge de lecture, correction des rapports, présence de soutenance. Il y a eu des expériences intéressantes de charte du tuteur de projet. Pourquoi une charte? Parce que manifestement, il n'est pas inutile de formuler les droits et les obligations à la fois du tuteur, mais aussi des élèves qui sont chargés de ce projet. Finalement, ça peut se traduire aussi par un contrat de confiance qui spécifie ses droits et obligations. Ça suppose évidemment d'établir pour l'évaluation un jeu de critères, un jeu d'indicateurs, comme on disait ce matin, d'objectifs de qualité du travail réalisé. Quelques écueils, mais bon, le tuteur peu impliqué, peu joignable, car il a trop de projets à encadrer. Des apprenants pas assez motivés, trop dispersés, peu préparés à gérer les étapes, trop passifs. Des jurys trop laxistes, c'est un projet en donne 15 à tout le monde, ou trop sévères, avec une conscience macabre spécifique, ou à la tête du client. Mais globalement, c'est quand même très intéressant. Je vous propose donc simplement de partager les expériences des uns et des autres ici. Quelle part des projets dans nos enseignements, aujourd'hui et plus tard, quelles conditions favorables pour des parcours réussis, quelles interactions avec d'autres modalités d'évaluation des acquis, et notamment le PCC. Merci. Merci Gérard. Alors, comme il a déjà parlé ce matin pour présenter le PCC, elle a rappelé de quoi il s'agissait. Donc, Franck, si tu veux bien donner. Bonjour, à toutes et tous. Donc, comme dit André, Colin vous a rappelé ce matin un petit peu le procédé de l'EPCC avec ses 3 phases différentes. Une phase où on donne à l'élève un certain nombre de questions, une liste de questions. Une deuxième phase où on met en commun, on essaie de travailler ensemble sur cette liste de questions et finalement pour arriver à l'évaluation qui constitue la 3e phase. Quand André m'a demandé donc d'intervenir, je me suis demandé un petit peu par quoi j'allais commencer pour lancer un petit peu le débat. Et je vais m'appuyer un petit peu sur ce qui a été dit ce matin, c'est-à-dire on parle beaucoup de l'évaluation, encore faut-il s'interroger sur les enjeux de l'évaluation. Et ils ont été quand même bien annoncés ce matin. L'un des enjeux de l'évaluation, c'est effectivement l'orientation, puisque c'est quand même 2 thématiques qui sont très liées l'une à l'autre.
Et on est dans un système qui, comme l'a dit ce matin M. Mérieux, un système sélectif, notamment de sélection par l'échec. Et ce qui nous intéresse, c'est pas forcément ceux qui réussissent, mais c'est surtout ceux qui se trouvent dans ces situations d'échec. C'est-à-dire, comme a dit Philippe Mérieux ce matin, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de ces élèves qui sont en situation d'échec? Alors bien sûr, il y a les voies du lycée pro avec toutes les filières possibles, mais ce ne sont pas les élèves qui sont encore réellement en échec. Ceux qui sont en échec, c'est ceux qui vont abandonner, c'est-à-dire ceux qui décrochent. Et ceux qui décrochent, très souvent, ils décrochent pour un rapport d'inspection générale qui date un peu, je crois que c'est de 2009, justement, qui expliquait qu'une des causes de décrochage les plus importantes, dans les causes internes, c'était l'évaluation et l'orientation. Il est évident qu'un élève qui est mal orienté, il ne s'intéresse pas, il n'est pas motivé et il abandonne. Il est évident qu'un élève qui n'a que de mauvais résultats à ses évaluations, il abandonne. Donc l'alternative qui a été proposée par André à travers le contrat de confiance m'a semblé être un outil plus qu'intéressant pour ces élèves qui sont dans la difficulté, puisque si on leur repropose exactement le même mode d'évaluation qu'au collège et auparavant, on arrivera sans doute au même résultat. Donc c'est une alternative qui est plutôt sympathique. Et pour lancer le débat, je m'étais dit contrat de confiance. Pourquoi le contrat de confiance? Alors bien sûr, on passe un contrat avec l'élève, il doit faire son travail, l'enseignant s'engage bien sûr à poser des questions qui sont dans la liste et pas hors liste. Donc, bien sûr, ça repose sur la confiance. Mais ça repose aussi sur d'autres notions qui sont fondamentales à mon sens. Et on en a parlé un petit peu ce matin. Il y a la notion d'accompagnement. Ensuite, il y a la notion de solidarité et la notion de coopération. Alors, je vais être bref, hein. Je vais essayer, mais ce n'est pas ma qualité première. En tout cas, au niveau de l'accompagnement, accompagner, c'est marcher avec, hein, c'est on tient la main, on emmène l'autre avec soi, et puis petit à petit, l'accompagnement n'a de sens que s'il se dirige vers l'autonomie. Et dans le contrat de confiance, eh ben, on a exactement ce type de comportement avec nos élèves, c'est-à-dire qu'on va les accompagner. On va les accompagner pour pouvoir mieux les libérer. Ensuite, sur la solidarité et la coopération, elle est complète, c'est-à-dire que c'est une solidarité non seulement entre l'élève et l'enseignant, mais c'est une solidarité au sein de l'équipe. On peut difficilement travailler le PCC quand on est seul. Et le travail en équipe, il est important et on le ressent réellement. La solidarité, elle est visible aussi à travers l'engagement des parents, qui jusqu'alors, sur les évaluations traditionnelles, ne peuvent pas aider leur enfant, alors que là, avec le contrat de confiance, ils ont la liste des questions, donc même s'ils ne connaissent pas bien le cours, même s'ils ne sont pas des spécialistes en mathématiques par exemple, ils peuvent quand même aider leur enfant à trouver à quel endroit se trouve la réponse. Donc il y a une solidarité qui se recrée entre l'enfant et les parents. Les parents, solidarité aussi avec les parents, parce qu'au départ, ils sont tellement surpris qu'ils questionnent l'enseignant, qu'ils disent qu'est-ce que c'est que ce système, où vous donnez les réponses. Une solidarité avec l'ensemble de l'équipe éducative, mais aussi avec les chefs d'établissement et les corps d'inspection. C'est un travail vraiment commun. Et c'est pour ça qu'en réfléchissant à ce que André proposait à travers l'évaluation par contrat de confiance, eh ben c'est tout ça à la fois. Mais c'est pas une affirmation, c'est une question. C'est-à-dire, c'est une ouverture sur ce que vous en pensez et dans quel sens on peut accompagner les élèves, dans quel sens on peut créer de la solidarité et dans quel sens on peut créer aussi de la coopération et non pas forcément de la compétition. Donc j'ai terminé, André. Mais c'est Jérôme, mais je présente, je le dis ce matin, Jérôme donc, est directeur de 2 établissements à Paris. Il s'appelle des lycées cliniques et il a affaire à des élèves qui ont des problèmes sur le plan médical et donc il est concerné, c'est d'ailleurs comme ça qu'on a fait connaissance, on a été invité avec Corinne, faire une conférence qui est maintenant dans notre mouvement, qui joue un rôle très important. Et donc, Jérôme, tu es concerné par les 3, tout ce qui est évaluation, ce que tu as à dire par rapport aux élèves que tu as. Merci.
Alors effectivement, voilà, je suis chef d'établissement, j'ai plusieurs collègues qui sont là aussi dans la salle, donc éventuellement pour le débat, je serai pas seul pour vous répondre. Je ne serai pas seul pour répondre à vos questions éventuellement. Et alors, chef d'établissement, mais chef d'établissement de jeunes qui sont tous hospitalisés. Voilà, ils ont tous un point commun, ils sont tous malades. Alors certains pour des maladies somatiques, par exemple un accident de voie publique, et d'autres qui sont aussi hospitalisés pour des problèmes psychiques. Et problèmes psychiques, certains peuvent être révélés effectivement à partir de l'évaluation. Trop de pression de la part de la famille, de la part des établissements, et là on commence, c'est exactement, voilà, on est dans le processus qui suit tous ces événements. On peut se retrouver sur des jeunes qui décrochent, qui ne viennent plus en classe, qui commencent à s'enfermer chez eux, à s'éloigner de tout, et le dénominateur commun, c'est une trop grosse pression. Une trop grosse pression de la famille, des établissements, des enseignants parfois, et donc on les récupère dans des situations extrêmement délicates, souvent après des tentatives de suicide, ou même des passages à l'acte. En tout cas, ils ont essayé, puis ils sont peut-être défenestrés, voilà, d'autres parcours. Notre but, c'est de leur permettre, bien sûr, d'avoir des soins, mais également d'être de nouveau en situation d'élève, en situation de lycéen, collégien, lycéen surtout. Et là, tout travail est fait par les enseignants pour arriver à permettre à ces jeunes de se remettre en situation d'élève, en situation d'apprenant, mais également en situation d'être capable d'être évalué, et que les enseignants aussi puissent évaluer où en sont les jeunes. Pour ensuite viser, on en parlait ce matin, c'est-à-dire l'inclusion, le retour des jeunes dans le milieu ordinaire. Alors, il ne faut pas les garder dans le clinique, parce que ce n'est pas le but. Voilà, on les protège, on les accompagne, mais le but c'est de les faire sortir. Et donc là, les enseignants, effectivement, utilisent différentes stratégies, dont effectivement, j'ai remercié André lorsqu'il est venu présenter la lutte contre le cancer de la camp. Effectivement, c'est d'apporter une corde de plus à leur arc pour permettre à tous ces jeunes de reprendre confiance et de revenir à l'école. Voilà, je vais en dire plus. Voilà, moi j'ai déjà assez parlé ce matin, j'ai présenté la folie de l'évaluation, c'était au début de la séance. Les questions, chers collègues, il y a Claude qui va vous faire se faire un plaisir pour quelqu'un d'autre, je ne vais pas de passer le micro, et puis vous aurez des réponses en fonction des questions posées. Vous voyez, il y a des animateurs qui ont des casquettes bien fixes. Oui, si ça ne vous donne pas, vous vous présenter avant de poser la question. Allez-y. Alors, si vous pouvez poser si vous voulez faire un commentaire, vous pouvez le faire, clairement aussi. Et si vous posez une question, essayez de la poser de manière concise. On est la place pour répondre, pour qu'il y ait un échange. Allez-y. D'accord, c'est un excellent exercice pour moi. Bonjour. Je suis dans l'un des établissements de M. Validé, dans une clinique solitude, M. Saint-Léon. Ma question porte sur l'évaluation par projet. Vous avez évoqué le cas d'élèves qui manqueraient d'autonomie, je crois. Comment faire si, parmi les élèves, certains réussissent bien, d'autres réussissent moins bien? J'avais lu quelque part dans un document d'Eduscom qu'il y avait un risque que finalement on délègue des tâches moins intéressantes aux élèves qui ont plus de mal et les tâches plus intéressantes aux élèves qui ont moins de mal. Alors, est-ce qu'il y a des leviers pour éviter ça? Alors, Gérard va vous répondre de manière concise aussi, mais simplement, puisque vous posez vos questions avec le masque, parce qu'on peut l'enlever en parlant, c'est vous qui faites comme vous vous sentez, essayez de parler un peu plus fort, d'articuler et de mettre le micro près pour qu'on distingue bien. En articulant, vous voyez. Parce que là, c'est avec le serré du masque, hein, ça donne un son un peu flou. Gérard, donc ça s'adresse à toi aussi, ce que je viens de dire. Je l'entends. Oui, merci de cette question. En fait, on n'est jamais à l'abri d'une certaine hiérarchisation dans le groupe, le binôme, le trinôme qui est chargé d'exécuter le projet, effectivement. Alors c'est là d'ailleurs que j'ai vu des choses dans les chartes du tuteur de projet qui essayent de donner des pistes de régulation. Mais ça, évidemment, le tuteur de projet a quand même un rôle essentiel.
pour déjà observer comment ça se passe, voir s'il y a des complémentarités, et puis évidemment au niveau écrit et oral, les chartes sont très précises pour bien identifier les apports de chacun. Il ne s'agit pas de dire on fait une note globale et puis les trois ont forcément la même note. Il y a des variations. Mais on n'est jamais à l'abri, effectivement, d'une certaine disparité dans le groupe, voire de conflit. Jusqu'à présent, c'est parfait. Question concise, réponse concise. Vous avez chers collègues, vous avez la réponse à votre question? Ça va. Il a non seulement un pouce, mais il a fait 2 pouces. S'il avait eu 3 mains, il avait 3 pouces. Donc, c'est parfait. Marie? Oui, Marie, donc je vais parler pour le premier degré, pour aller dans le sens de Gérard et puis compléter la réponse pour vous. Dans le premier degré, la pédagogie projet n'est pas nouvelle, c'est quand même 1989 avant. Je t'interromps Marie pour te demander, s'il te plaît, d'articuler et de parler plus fort. Pourquoi j'articule pas? La première pour tout le monde? Oui. Oui, pardon. Alors, on a l'habitude, nous, de problématiser ces questions-là. En quoi la pédagogie de projet, elle va permettre à tous les élèves d'acquérir les mêmes connaissances et les mêmes compétences par l'action. En quoi c'est philosophique, c'est pourquoi effectivement la réponse est que pour les élèves travaillent ensemble et se complètent dans leurs apports. Il y a ceux qui savent mieux que les autres, qui comprennent plus vite et qui apprennent plus vite. Mais dans la philosophie, on complète le quoi par comment. C'est comment le tuteur du projet, le professeur, va faire en sorte que le tutorat par les élèves ou que le travail de cours soit pédagogique pour tous les élèves. Ça veut dire que là où le positionnement de l'enseignant change, c'est l'observation. C'est l'observation, de l'évaluation pour l'observation, dans le sens où j'observe les élèves qui ont besoin d'un tutorat, qui vont apprendre par leur père. Et ça veut dire que pour que ça soit pédagogique et efficace, que tous les élèves fixent les connaissances qu'ils apprennent entre eux, ça veut dire que ça soit lisible et visible pour eux. C'est-à-dire que nous, il faut qu'on soit capable de dire aux enfants, aux élèves, voilà comment j'ai constitué un groupe, si c'est vous qui constituez le groupe, voilà pourquoi... Marie, s'il te plaît, un peu plus fort. Voilà pourquoi... Voilà pourquoi je vous laisse constituer le groupe. Ça veut dire qu'on est capable de pointer avec les élèves pour que ça soit efficace et visible. Pourquoi ils sont dans un groupe, qu'est-ce qui leur manque, comment ça va être complété. Ça veut dire que là, l'évaluation, elle va devenir auto-évaluation parce que le projet posé aux élèves, dans tous les groupes, ça sera bien sûr la réussite du projet, quel qu'il soit en art plastique ou autre, ou en mathématiques, sur un plan de travail, ou en exposé ou autre, à condition qu'à la fin, si je donne une évaluation individuelle, vous soyez tous capables de la réussir. Et là, on reprend la démarche que André a démontré très bien dans ses livres, c'est de dire que voilà les questions auxquelles vous devez être capable de répondre en termes de connaissances. Quelles sont les connaissances que vous devez avoir acquises pour pouvoir dire le projet a été efficace pour vous, et surtout, comment vous allez mobiliser ces connaissances dans les compétences que je vous demande de savoir faire. Je pense ne pas avoir trahi la pédagogie de Gérard. Donc tu as la bénédiction de Gérard. Vous voyez comment c'est un modèle, c'est pour ceux qui vont suivre comment vous devez parler. Voilà. Si vous gardez le masque, en n'oubliant pas de vous présenter, allez-y. Alors moi, depuis ce matin, je n'ai pas changé, toujours Morgane Gillot d'Orléans-Tours. Je voulais parler un petit peu du dépasser le niveau d'acquisition, parce que en tant que référent académique sur l'évaluation, j'ai été confronté à ce problème. Et au début, c'est un mot qui me posait problème et qui finalement, je l'ai trouvé assez intéressant puisqu'il nécessitait de définir le niveau 3 qui était atteint. Parce que souvent, on dit dépasser, qu'est-ce qui est dépassé? Le minimum attendu requis.
Mais c'est quoi le minimum attendu requis? Et ça demande aux enseignants de se poser cette question-là, de définir le minimum attendu requis, qui va être, entre guillemets, ce minimum qui va permettre à l'élève de continuer ses apprentissages dans des conditions à peu près correctes. Et tout ce qui va être au-delà va se définir comme dépassé. Donc la compétence dépassée, on pourrait éventuellement la définir comme ça. Ça, c'était juste pour une remarque. J'enchaîne avec votre voisin sur la pédagogie de projet. Quand on parle de pédagogie de projet, moi, la première question qui me vient, c'est qu'est-ce qu'un projet? C'est quoi un projet? Parce que est-ce qu'on appelle projet toute activité de groupe? Est-ce qu'on appelle projet une tâche complexe? Il y a des auteurs qui ont, je pense à Michel Hubert, qui ont essayé de définir en tout cas les contours de ce qu'on pourrait appeler un projet, avec les différentes, les incontournables. Je pense à la production, à la prise d'initiative, au choix que doivent faire les élèves, à l'organisation dans le temps, la planification, etc., l'exigence pédagogique qu'on y met derrière. En tout cas, moi, la question que je voulais vous poser, c'est qu'est-ce que vous entendez par projet, là, aujourd'hui? Gérard va répondre, mais moi juste une petite remarque. Malheureusement, ça ne concerne pas que le mot projet. Dans un de mes livres, il y a tout un chapitre là-dessus, des mots mal définis. C'est-à-dire, on est dans une société, très souvent, on utilise des mots. Qu'est-ce que ça veut dire facile? Ça veut dire comprendre, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, vous êtes en pleine, très bonne question. Qu'est-ce que ça veut dire projet? Gérard. Oui, en gros, projet, en gros, c'est un sujet qui n'est pas forcément propre à une discipline, qui est un peu transversal, et sur lequel, par curiosité ou par nécessité économique, par exemple dans l'industrie, pour les filières technologiques, on dit, ben voilà, comment pourrait-on atteindre tel objectif, ou réaliser tel objectif. J'avais vu des exemples, par exemple, ceux qui font du génie du conditionnement et d'emballage. Ça a l'air extrêmement prosaïque, mais il y a emballage de matière plastique, emballage de substances toxiques, etc. Il y a tout un tas de questions sur lesquelles c'est pas dans le cours, c'est à côté du cours. Le savoir se trouve à l'extérieur, éventuellement dans l'industrie, dans d'autres secteurs, et l'élève doit essayer de faire un parcours pour instruire la question aussi bien que possible. Voilà. Après, je n'ai pas de définition académique, mais une définition, ça peut être tout simplement une liste de projets avec un historique qui a été fait dans un domaine donné. Ça donne une idée peut-être plus précise qu'une définition. Moi, je dois certainement être déformé par les problèmes liés à l'évaluation, mais si je devais donner une définition, ce qui me semble le plus directement attaché au projet, c'est que ce n'est pas en temps limité. Oui. C'est là-dessus que j'insisterai, en premier lieu. Donc, je complète la réponse de Gérard. Oui. Et donc, c'est pas en temps limité, que l'élève peut bénéficier de documents pour répondre aux questions, pour présenter un projet, alors que très souvent, dans les contrôles habituels, même si parfois les documents sont autorisés, mais le plus souvent les documents ne sont pas autorisés. Moi je verrai ces deux notions en plus de ce qu'a dit Gérard. Il est d'accord. Comme c'est lui l'animateur, il est d'accord. Considérer que ça complète sa réponse. Oui. Juste très rapidement par rapport à ce que vous avez dit, j'entends tout à fait le cadre que vous avez donné, la définition de la fameuse compétence dépassée. Vous voyez que j'ai de la suite dans les idées, mais il n'en demeure pas moins que le LSE, c'est un cadre national, donc on peut aussi avoir des variations, parler de projets d'évaluation sur les établissements, donc la difficulté elle peut être ici aussi. Voilà. On parlait de définition de termes et j'y reviens par rapport à ça. Si on définit la folie par l'acception du manque de jugement, je reviendrai aussi sur le fait, on a parlé, Philippe Mergueux en a parlé ce matin, des différents types d'évaluation qu'on peut pratiquer en classe, et donc le PCC n'est évidemment pas exclusif. Dans ce que je fais en classe, évidemment, c'est le cœur du travail sur l'évaluation, c'est le PCC, mais on peut y greffer de l'auto-évaluation,
de l'évaluation concertée. Et donc, on a toujours tendance à cloisonner les choses. Et je crois que, du coup, sur les divergences de jugement, on peut aussi avoir tendance à cloisonner, alors que finalement, ces différentes conceptions peuvent se compléter. Voilà. Il y avait une question. Bon, Christine Baveux, je suis directrice des études à la Maison de Solène, la Maison des adolescents de Pétal-Cochin. C'est une question pour Jérôme. Tu as évoqué donc les élèves très fragilisés dans leur scolarité, qui arrivent dans ton soin études, dans ton lycée, après parfois 2 ou 3 ans de déscolarisation complète. Hein. Comment vous abordez l'évaluation justement? Comment vous vous y prenez? Est-ce que vous les laissez d'abord reprendre les cours progressivement? Comment vous gérez le problème du contrôle continu justement pour ces enfants qu'on ne peut pas toujours remettre en selle comme ça avec un yaka, hein? Voilà. Jérôme, oui, mais il a une conclusion. Alors effectivement, les jeunes arrivent, déjà il faut savoir est-ce qu'ils peuvent revenir ou pas en cours dès le début. Ils arrivent, d'abord ils sont patients, donc ils sont hospitalisés. Ensuite le travail se met en lien avec la partie médicale, savoir est-ce que les jeunes sont en capacité de venir en classe ou pas, et quand ils sont en capacité de venir en classe, c'est comment? Est-ce qu'ils ont besoin d'être accompagnés? Est-ce qu'ils peuvent suivre toute une heure de cours? Est-ce qu'on peut leur exiger de prendre des notes, d'être même évalués? Enfin, on est vraiment rendu sur mesure. Ce qui est certain, c'est que des jeunes qui arrivent chez nous après 3 ans d'interruption scolaire, rarement ils sont mis avec un emploi du temps complet, pour ainsi dire jamais. Ou alors, on peut tenter la chose pour leur démontrer un principe de réalité. Ben voilà, vous pensez pouvoir y arriver, malheureusement, ben, c'est trop compliqué. Au bout d'une semaine ou 2 semaines, même, vous n'arrivez plus à venir en classe. Donc vraiment, on est toujours dans l'adaptation, quoi qu'il arrive. Ensuite, l'idée, par contre, dès le départ, on fait un diagnostic, on voit un petit peu comment on peut avancer avec le jeune, à l'intérieur de chaque cours, et ensuite, on va essayer de monter en charge. Voilà, de plus en plus. Et monter en charge dans plusieurs disciplines. Alors après, tout dépend le niveau, si on est en seconde ou si on est en terminale, avec voilà, l'exigence aussi du baccalauréat, l'orientation, Parcoursup, parce que nos jeunes participent voilà, à toutes les modalités qui sont prévues dans le milieu ordinaire. En tout cas, on essaie de monter en charge le plus rapidement possible, j'allais dire, c'est pas tout à fait le mot. En tout cas, on essaie de monter en charge en fonction de ce que l'élève, le jeune, peut accepter. Voilà. Et des fois, on a des hauts, on a des bas, on a des retours en arrière. Et alors en théorie, lorsque le jeune vraiment arrive à avoir de nouveau l'emploi du temps complet où il est stabilisé, là, l'idée, c'est de l'accompagner vers l'extérieur. Alors, le contrôle continu. Si le jeune, si par exemple il faut un trimestre et demi pour le jeune, ça lui demande un trimestre et demi pour accepter d'être enfin évalué, ou pas, ou très peu, il est obligé de refaire l'année. Cette évaluation, ce contrôle continu qui nous... On est un petit peu dans la découverte. Ouais. Là, j'aurais tendance à dire, oui, effectivement, on risque de partir vers un maintien tout simplement en terminale, puisque tout simplement, il manquera une partie du programme. On n'aura pas pu tout aborder, donc lui permettre de... mais vraiment, c'est au cas par cas. On peut avoir des jeunes qui manquent un trimestre, même peut-être un semestre, mais ils sont extrêmement performants, parce qu'on a aussi de cela. Un jeune, peut-être en 2 heures de cours, il est capable de vous faire un trimestre. On a vraiment des jeunes à très haut potentiel. Donc, si on est dans ce cas de figure-là, on ne va pas l'empêcher. Si par contre on est sur un jeune à qui il manque vraiment beaucoup de notions, on va peut-être essayer de temporiser un petit peu. Voilà, mais c'est vraiment au cas par cas. Là, on est vraiment sur des scolarités sur mesure. Je voulais juste faire une remarque. Depuis, notre groupe donc, a accueilli toute l'équipe de Jérôme. Donc il y a eu un psychologue, même un psychiatre dans notre groupe. C'est
nous a fait un bien fou. Ça nous a fait relativiser beaucoup les enfants à problème et tout, que nous. Alors, moi, je n'ai pas l'impression que j'étais la pire au niveau de voir des problèmes chez les enfants. Mais beaucoup de collègues sont désespérés par les élèves. Et ça leur fait du bien à tous. Parce que quand on a fait la conférence avec André chez Jérôme, chapeau, hein, les collègues et toute la façon dont les collègues, donc les enseignants qui accompagnent, ils ont des postes dans des lycées, ils ont des postes doubles, je crois. Non, ils peuvent être que chez toi. Et quand on parle avec ces enseignants, par exemple en maths, il y a une collègue, etc., ça nous fait vraiment du bien de relativiser et de se dire, il faut quand même gérer ces élèves qu'on a, alors que eux ont des cas de dépression très forte, de frustration. Et moi, je vois mes élèves, j'ai eu, même si j'étais dans un lycée de campagne, on a eu des cas difficiles du style tentative de suicide, etc. Comme partout. Les jeunes, c'est les jeunes, c'est ça, qu'ils soient en campagne, en ville. Et c'est vrai que ça fait relativiser en se disant, on n'arrive même pas à gérer ça, alors qu'eux, ils arrivent à sortir des situations des enfants dans des cas, ils nous expliquaient, et c'est vrai que le fait d'avoir toute leur équipe dans notre groupe, on est vraiment très très contents et ça nous fait un bien fou à tous. Marie qui pourrait dire aussi, quand ils sont venus avec le Covid, on fait par Zoom, mais ça nous a fait vraiment beaucoup de bien. Juste, c'est vraiment un travail d'équipe. Ça reprend le propos de tout à l'heure où l'enseignant ne peut pas être seul dans la classe. Seul dans la classe, il ne fera rien. Donc il y a à la fois un travail d'équipe pédagogique. Alors, là, pour le coup, on a des enseignants, la salle des profs ou le bureau de la CPE, tout dépend des établissements, mais ce sont véritablement des lieux d'échange. Mais vraiment d'échange très très fort entre enseignants, mais également avec la partie soignante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jeune qui passerait une semaine sans être vu par les deux parties. Bonjour, je suis Pélie Lausanne, je suis CPE donc à la clinique Georges Heuillère, Paris 13. Donc je travaille avec M. Daïdé, qui est le directeur des études. C'est pas vraiment une question que j'ai juste envie d'apporter quelques précisions. Donc effectivement, on accueille une grande partie des élèves que nous accueillons en psychiatrie donc sont phobiques de l'évaluation. Et donc, nos enseignants, nous sommes obligés, en fait, de révolutionner, en fait, ce système d'évaluation pour accompagner au mieux nos élèves. Et ce matin, Philippe Mérieux disait qu'il avait beaucoup appris, en fait, des professeurs de PS. Moi, j'ai envie de dire que nos enseignants apprennent beaucoup de nos élèves malades. Donc voilà, et donc finalement, cette évaluation, les enseignants l'adaptent et la révolutionnent. Oui, bonjour. Donc, je suis Julie Guichard, je suis conseillère pédagogique ASH, c'est-à-dire Adaptation scolaire et handicap sur le département de l'Hérault. Donc, avant d'être sur ce poste, j'ai essentiellement enseigné en EREA, CEPA, en maison d'arrêt. Donc, ces élèves que j'ai face à moi m'ont beaucoup questionné sur ma pratique. Ça fait adapter mes gestes professionnels, mes postures, et sur le regard aussi qu'on va porter à ces élèves au parcours singulier qui interpellent. Et donc là, dans le cadre de mes missions, j'agis fortement pour la mise en œuvre de l'école inclusive. Et donc je constate que dès la maternelle, puisque je suis sur le premier degré, il y a beaucoup d'enseignants qui se questionnent sur les postures, les gestes à avoir face à des élèves, notamment qu'on va dire hautement perturbateurs, même si j'aime pas trop ce mot, je préfère dire élève empêché, empêcheur. Et donc du coup, l'évaluation, donc moi je me suis intéressée à l'évaluation par contrat de confiance parce que j'ai constaté lorsque j'étais en classe que ça fonctionnait très bien avec des élèves de CEPA pour l'estime de soi, la valorisation, la confiance en eux pour leur parcours ensuite, pour les rendre autonomes dans leur futur vie de citoyen. Et donc du coup je couple cette évaluation par contrat de confiance également avec le fait que oui, évaluer pour revenir un petit peu à la folie, on va avoir tendance à vouloir répéter sans cesse ou à leur donner plus aux élèves qui justement questionnent les enseignants. Plutôt coupler l'évaluation à l'analyse des difficultés des élèves, donc nommer ces difficultés pour en connaître les raisons profondes
Et ensuite, l'idée derrière, c'est de pouvoir identifier les besoins des élèves. Et donc, pour moi, tout l'enjeu, c'est de coupler cette évaluation avec les besoins des élèves pour les accompagner au mieux dans leur parcours, plutôt que la répétition, où effectivement, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit. Et donc, je pense qu'il y a un peu une croisée, là, lorsque je fais des formations actuellement, entre cette évaluation par contrat de confiance et avec cette notion donc, toujours de besoin des élèves. Et donc, plutôt que de dire la différenciation pédagogique, je préfère maintenant adopter le terme de rendre accessibles les apprentissages. Et donc, rendre accessibles aussi les évaluations aux élèves en fonction de leurs besoins et de leurs capacités. Voilà, c'est précisé. Marie m'a posé sa question, mais je veux faire une remarque quand même sur l'évaluation par contrat de confiance. J'en parle dans mes conférences, mais parfois, par manque de temps, j'en parle pas aussi directement. J'appelle ça une conjecture surprenante. C'est-à-dire, je me suis posé la question, est-ce que quand on parle d'évaluation en dehors de l'école, est-ce qu'il existe des évaluations analogues à celles de nos élèves, c'est-à-dire en temps limité, ils doivent résoudre quelque chose de nouveau, même si ça ressemble, sinon ce serait catastrophique, ils auraient tous zéro. Même si ça ressemble à ce qu'ils ont voulu, bien sûr. Je ne sais pas pourquoi, il y a 4-5 ans, je m'étais posé cette question, j'ai trouvé aucun exemple dans la société. Aucun. Alors peut-être qu'il en existe, mais je n'ai pas trouvé. Alors par exemple, je vais vous dire des cas, un concertiste, il joue un morceau, c'est pourtant important. Est-ce que ça nous viendra à l'esprit de le faire jouer un morceau nouveau qu'il n'a pas répété? Il répète le même morceau à l'identique, carrément, pendant des fois 6 mois, il joue. Mais pas que ça, essayer de trouver des exemples. Alors j'anticipe parce que si on pose la question, on dit non, mais des fois on pose des questions et justement pour voir la réaction. On dit oui, mais d'accord, ça veut dire qu'on veut évaluer la réaction du candidat ou de l'élève face à une situation déstabilisante. On sait ce qu'on veut faire, là. Ça existe effectivement. On pose des questions. Mais en dehors de ça, moi j'ai fait partie, à mon âge, évidemment, je m'appelle mérite, prof d'université, je fais partie des commissions de recrutement, les gens qui arrivent, qui présentent un dossier. Ils arrivent, ils préparent le dossier, et après on leur pose quelques questions pour voir leur réaction. Mais ça fait partie des 4 points de l'EPCC qu'on pose effectivement quelques questions, mais tout le reste du temps, il a préparé, il doit dire, il sait ce qu'il laisse parler, c'est ça. Mais essayez d'imaginer. Je ne dis pas qu'il n'en existe pas, mais je n'en ai pas trouvé, j'en ai parlé plusieurs fois, le PCC. Donc, c'est ce qui est invraisemblable, et ça rejoint le mot folie de l'évaluation, c'est ce qui se passe, ce qu'on inflige à nos élèves. Même, je dirais, si ça ressemble. Je ne parle pas des cas qui relèvent de certains sadismes, de pathologie, oui, merci, de profs qui posent des questions carrément nouvelles, etc. Ça peut exister, là, c'est des notes catastrophiques. Mais essayez de trouver un exemple, je le soumets. Je vais juste dire ça pour le PCC. Donc ça mérite réflexion quand même. Hein. Je peux vous donner plein d'exemples. Hein. J'en ai donné 2, là, le concertiste, le livreur qui apporte un colis, puisque Philippe Mérieux disait qu'on évaluait tout, effectivement, et en plus maintenant, il nous demande, il a dit on recevait des feuilles, mais souvent d'ailleurs on précise, ne mettez pas moins de. C'est sur 5 points, ne mettez pas moins de 7 parce que ça sert à rien. Donc ça veut dire, là aussi, le livreur, il passe son temps à livrer. Enfin, c'est pas une activité nouvelle, enfin, je veux dire, c'est. Voilà. Et je pourrais donner des dizaines d'exemples. Alors, il faut. D'abord Marie, et après votre collègue. Oui, c'est pour abonder dans votre sens et échanger sur cette culture professionnelle hein, qui n'est pas un ballon quand on s'écoute là dans la salle. Et effectivement, sur le premier degré et la maternelle, c'est bien que vous en parliez parce que
On a beaucoup parlé du collège et du lycée, et je voudrais quand même apporter une note très optimiste sur l'institution et la volonté de l'institution qui a quand même pour le premier degré remplacé le terme échec scolaire par la réussite pour tous les élèves. Ça veut dire la même chose, sauf que, comme tu disais si bien André, les mots ont toute leur importance dans la philosophie de l'institution, dans ce qui sont les valeurs et les principes que l'on va mettre en forme dans notre mission d'enseigner. Et effectivement, la réussite pour tous les élèves, les pédagogues, on a parlé de pédagogie sans donner d'exemple, les meilleurs pédagogues et les bons pédagogues, on les trouve en maternelle. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas recours ni à l'autorité ni à l'autoritarisme, et ce sont des didacticiens qui ont une réelle maîtrise de tous les contenus, que ce soit en mathématiques, en français, en langue française et autres. Et ces pédagogues-là, ils ont un mérite qu'il faut que le premier degré et peut-être le second degré s'approprient, c'est de tout expliquer aux élèves, ce qu'ils apprennent et comment ils vont faire. Parce que sinon, les maternelles, ils vous échappent. Hein. Et vous avez 30 petits schtroumpfs là qui vont mettre un bazar pas possible et c'est fini la classe. Donc les bons pédagogues, on les trouve en maternelle. Pourquoi? Parce qu'ils savent, c'est dans leur façon de faire, la pédagogie, c'est mettre à disposition la didactique aux élèves, et avec les petits, c'est incontournable. Et puis, sur le mot, sur ce qu'on a beaucoup entendu depuis 1989, c'est cette fameuse différenciation. Alors là, je vais parler aussi de la pédagogie du premier degré en lien avec le PCC. La démarche PCC, elle permet justement de faire disparaître la différenciation auprès des élèves. Pourquoi? Parce que très justement, quand l'évaluation est une démarche d'apprentissage et non pas une évaluation sommative à contrôle, un bilan de connaissance, ça permet de donner du temps. Or, notre souci à nous, c'est bien de gérer les rythmes différents d'apprentissage, à condition que dans notre culture professionnelle commune et dans les valeurs qu'on défend avec son équipe, on soit bien d'accord de se dire que tous les élèves sont capables d'apprendre et que nous, on respecte leur intelligence, non pas dans baisser les exigences parce qu'on donnerait des choses différentes en difficulté et en quantité d'apprentissage aux élèves qui vont moins vite ou qui apprennent différemment, mais parce qu'on va leur donner du temps avec les mêmes compétences à mettre en œuvre, les mêmes connaissances. Ce qui veut dire qu'avec le PCC dans cette démarche-là, tout au cours de la phase d'apprentissage, on est amené tout le temps à expliquer ce qu'ils apprennent et comment ils peuvent le faire, comment ils vont réussir. C'est à nous de leur donner du temps, des exercices, des bidules, des machins, du tutorat avec leur père, mais surtout de dire aux élèves, voilà, c'est ça que vous devez apprendre. Et à un moment là, on retrouve ce que tu dis très bien, ce que tu décrivais très bien dans vos livres. Ce qui fait consensus à l'école élémentaire en premier degré, c'est que les élèves doivent être capables de nous dire, peut-être pas dans les petites classes, mais surtout à partir des CE-CM, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu n'as pas compris? Ou est-ce que tu n'as pas appris? Ce qui n'est pas la même chose. Alors les élèves, quand ils ne veulent pas s'investir ou qu'ils n'ont pas envie, ils vont nous dire, j'ai pas compris. D'accord, t'as pas compris. On va mettre des mots dessus. J'analyse tes besoins. Bon, si vous arrivez à dire non, mais c'est parce que je n'ai pas bien appris, j'ai oublié mon cahier, j'ai ceci, j'ai cela, d'accord. Est-ce que tu sais apprendre? Là, je me retourne vers vous parce que vous avez parlé du rôle des parents à la maison, d'avoir la liste des questions du contrôle, de l'évaluation. Effectivement, est-ce que. Enfin, je vais poser une question à laquelle vous êtes d'accord de la réponse. C'est le rôle du premier degré, mais aussi du second degré, que d'apprendre aux élèves à apprendre une leçon. Nous, c'est dans nos programmes, hein, c'est dans les BO, les programmes de 2013, qui ont été largement mis en place en 2015 et 2016, dans le apprendre à apprendre. Est-ce que effectivement, on sait, nous, enseignants, apprendre à nos élèves à apprendre une leçon? Est-ce que c'est le rôle des parents de dire tu as 4 pages de classeur en histoire pour, je crois, qu'ils révisent la Révolution française, ou est-ce que ce ne serait pas plutôt le rôle de l'école de dire
fait une évaluation d'histoire la semaine prochaine, on va prendre 1 heure, 40 minutes, et vous allez relire la leçon et vous-même poser les questions. C'est vous qui allez construire l'évaluation. Merci Marie, il y a une question derrière. Non, attends. D'abord, parce que ça fait le malheureux, ça fait un quart d'heure qu'il avait le droit, et après on va répondre à l'ensemble des questions. C'est pas grave. Je vais rebondir déjà sur ce que vient de dire la collègue de Lens. Moi, je suis dans le second degré. Et la méthode et outils pour apprendre, c'est un domaine du socle commun qui est dans les collèges. Et donc, il y a des choses qui sont mises en place. C'est censé être le rôle de tout ce qu'on appelle l'AP, l'accompagnement personnalisé au collège. Donc, il y a des choses qui sont faites dans son style. Alors, est-ce que les enseignants se sont appropriés ces temps-là? J'aimerais répondre que oui. La réalité est tout autre. Par manque de formation, je pense, notamment, je parlais tout à l'heure de métacognition, mais on ne peut pas faire d'apprendre à apprendre sans métacognition, donc il y a une vraie formation des professeurs à faire là-dessus. Voilà, ça c'est la parenthèse fermée, je fais vite pour le PCC, pardon. Donc, on dit tout à l'heure, oui, c'est important qu'il refasse quelque part. Je vais me faire un peu l'avocat du diable sur ce point-là, parce qu'en effet, ça c'est vrai pour les savoir-faire, ou les capacités, comme nos amis québécois disent. Mais pour ce qui concerne la compétence, qui nécessite l'adaptabilité, l'articulation du savoir-faire, savoir-être, il peut être intéressant, je dirais même essentiel, de mettre les élèves dans des situations faussement nouvelles ou déstabilisantes en tout cas, pour qu'ils puissent, je dirais, actionner les leviers, faire des choix, s'adapter à certaines situations. L'objectif n'étant pas de piéger, mais de bien développer une certaine autonomie et une certaine adaptabilité, parce que ça, c'est quelque chose qui, dans la vie de tous les jours, est absolument essentiel, non pas pour un savoir-faire quand on livre, en effet, mais quand on pense, quand on se retrouve face à une situation nouvelle, qu'on doit gérer intellectuellement. Exemple très très en vogue en ce moment, on est face à une fake news, ok, on se prend une information qui nous déstabilise, on en fait quoi? On la croit? On la croit pas? On va aller mobiliser des choses qu'on a apprises, des savoirs qu'on a, des savoir-faire qu'on a réussi à acquérir. Et je pense qu'il faut garder ça en tête, c'est-à-dire que pour moi, le PCC est une... je fais des fiches de révision dans ma classe au collège, et je le fais même avec les étudiants de Master 1, Master 2. Je fais bien. Mais par contre, je pense qu'il est nécessaire aussi, de temps en temps, d'aller déstabiliser, si ce n'est pas pour piéger. Alors, je réponds, c'est une question qui apparaît chaque fois quand on fait nos animations avec Corinne, lorsqu'elle est débat. Alors je vais commencer par dire 11/12e. Ah, vous dites que c'est pas une sortie. 11/12e du temps scolaire pour faire ce que vous dites. C'est-à-dire pour développer ce genre d'aptitude, passer en évaluation formative, pendant qu'on enseigne en classe, dans des groupes. Voilà. L'heure du contrôle, on se fait des illusions, si vous vous imaginez le contexte. Parce qu'effectivement, le PCC, on ne peut pas dire que ça permet d'évaluer l'adaptabilité, évidemment, puisqu'il repose les mêmes exercices. Ça ne représente que 1/12e. Et puis, l'évaluation visuelle, j'appelle ça dans mes livres les grandes illusions. Essayez de voir, ça je l'ai fait, moi. On a dit, voir ce que font les élèves en temps limité devant leur copie. Ils ne font que des questions qui ressemblent de plus près à ce qu'ils ont vu en classe. Les questions vraiment que vous présentez, c'est des tâches complexes, pour faire réfléchir, etc. Ils les traitent à la fin s'ils ont le temps. D'ailleurs, c'est les conseils que les profs qui préparent au concours d'entrée à l'école polytechnique donnent à leurs élèves. Commencez par faire tout ce que vous savez faire, il y a quelque chose de nouvel, surtout ne perdez pas votre temps, etc. On se fait des illusions. Et vous avez 11/12e, parce que là aussi, tout ne doit pas être amené à l'heure d'évaluation. C'est que 1/12e du temps scolaire, vous avez tout le reste du temps, mais seulement. Je reviens sur mon introduction de ce matin, c'est là que le bas blesse. Il faut que l'évaluation diagnostique et l'évaluation formative soient beaucoup plus utilisées. L'évaluation formative, on peut faire travailler Franck Fridon, c'est comme ça qu'il fait, avec le CCF, dans ses classes, on en avait discuté, les élèves par groupe, passer voir ce qu'ils font, vous pouvez prendre des notes, mais sans tout ramener à l'évaluation, noter. Vous pouvez faire tout ça pendant tout le reste du temps. C'est pas l'heure d'évaluation que ça se joue. Franck. Et il y a le micro. J'ai un micro. Oui, je suis tout à fait d'accord avec André, bien sûr. Je voulais répondre à madame dans le propos qu'il donnait tout à l'heure, déjà sur le fait de... Je ne pense pas qu'on puisse opposer les différents cycles, premier cycle, deuxième cycle, etc. Ce sont
on est tous confrontés à des problèmes qui sont sans doute différents, mais les élèves restent des élèves et on reste tous des pédagogues. Et comme là vous disiez, on est les meilleurs pédagogues quand on est dans le premier degré. Moi j'entends souvent, je travaille en lycée professionnel, souvent les profs du lycée professionnel disent qu'ils sont tous les meilleurs pédagogues parce qu'ils ont les élèves les plus difficiles. Alors il ne s'agit pas de faire une hiérarchie, parce que les publics qu'on a sont différents selon les endroits, selon les niveaux, et on fait tous le métier du mieux qu'on le peut. La deuxième chose, c'est que tout à l'heure dans mon propos, j'ai dit qu'il s'agissait de travailler en collaboration avec les parents. Je n'ai pas dit que les parents faisaient le travail de l'instituteur, du prof, mais on travaille en collaboration. Et je crois que ça, on l'a beaucoup perdu. Et le mérite de PCC, c'est le fait justement de remettre ça sur le devant de la scène. Et pour rejoindre, terminer la boucle, par rapport aux élèves en difficulté, notamment, vous avez parlé tout à l'heure d'élèves qui étaient en difficulté médicale. On a parlé ce matin, est-ce que les 10 représentent un public à handicap? Ben oui, les 10, c'est un public à handicap, bien sûr. Ceci dit, il y a quelques années, il n'était pas pris en compte. Ce matin, on a dit, bah oui, mais bon, pour les examens, ils ont droit à l'accompagnement à tiers-temps. Qu'en est-il des bacs blancs, etc. Et bien, dans certains établissements, effectivement, ils ont droit au tiers-temps pendant les bacs blancs, etc. Mais dans certains établissements aussi, ce tiers-temps, s'ils ont droit à tiers-temps, parce qu'il y a plusieurs dispositifs qui existent, ce tiers-temps, il a lieu aussi tout au long de l'année. Ils sont pris de plus en plus en compte. Alors pourquoi sont-ils pris de plus en plus en compte? Peut-être qu'ils sont plus nombreux, peut-être qu'ils sont détectés un peu plus vite, un peu plus tôt, mais surtout grâce à l'EPCC, le PCC a le mérite de ne pas les enfermer. Parce que très souvent, un élève qui est 10, il va se renfermer sur lui-même. Le PCC permet effectivement cette ouverture. Et il ne faut pas se dire que c'est un public rarissime au sein de l'éducation. Je peux vous donner un exemple. L'an passé, sur une classe de seconde, en bac pro, sur 22 élèves, il y avait 11 élèves, 11 élèves, la moitié de la classe. La moitié. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'on accorde, par exemple, un tiers-temps à la moitié puis pas l'autre? Certains l'ont fait. Il y en a d'autres qui ont dit, 10 ou pas 10, c'est pareil, on continue. Il y en a d'autres qui se sont dit, on va tous les considérer comme des élèves 10 au départ, et puis après, bien sûr, on adaptera en fonction de chacun. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une réalité du terrain. Ces élèves 10, ils sont là. Et la réalité aussi, c'est que le PCC leur permet une ouverture, au lieu d'un renfermement. Voilà. Moi, je voulais juste dire par rapport à ce que vous disiez, monsieur, c'est que moi, alors normalement, le PCC, c'est 16 points identiques et 4 points. Et en fait, plus je le faisais, donc depuis 2005, j'ai vraiment eu beaucoup d'élèves, plus je me demandais pourquoi je faisais les 4 points. Parce qu'en fait, on ne s'imaginait pas à quel point les élèves se mettaient au travail. C'est spectaculaire, étant donné qu'ils sont sûrs de retrouver des énoncés sur lesquels ils ont travaillé. Ils travaillent tellement infiniment plus. Je vois par exemple les terminales. Les terminales, ils se construisent un bagage mais incroyable. Et ils sont beaucoup plus préparés. Si on leur donne, moi je dis toujours, ils sont beaucoup plus préparés à l'inconnu en travaillant sur du connu, que si on leur donnait de l'inconnu. En fait, nous, ce qu'on fait, enfin, pas moi, parce que j'ai fait le PCC, mais les profs, un enseignement traditionnel, c'est toujours pour les préparer à l'inconnu du jour de l'examen, par exemple, si je prends les terminales, leur donner des contrôles inconnus. Donc l'idée, c'est de dire qu'ils sont beaucoup plus préparés à l'inconnu qui restera en travaillant sur du connu. Je ne sais pas si c'est clair, mais surtout penser, parce que ça met en plein thème de la folie de l'évaluation. Pensez au 11/12e. C'est-à-dire qu'actuellement, bien sûr, on a cette réaction, parce que le seul moment où on évalue, pratiquement, c'est le contrôle. C'est associé à la note. Alors on a l'impression que tout se bloque parce qu'il n'y a rien d'autre. Mais ça, c'est pas vrai partout. Comment? Ça, c'est pas vrai partout. Là, le 11/12e. Attention, si vous ne prenez pas le micro, les gens à l'extérieur n'entendent pas. Mais rapidement, parce que je disais ça, c'était pour
Pas de question, juste une remarque très brève, parce qu'il faut Oui, qu'on c'est une remarque très très brève. Ces 11/12e que vous annoncez, on ne peut pas les généraliser. Hein. Moi, par exemple, l'évaluation, je fais une évaluation toutes les semaines avec mes élèves. Je n'ai pas dit que j'en ramassais une toutes les semaines, je n'ai pas dit que j'en notais une avec une grosse. Hein. Tout à l'heure, je parlais d'évaluation formatrice. Pour moi, le cœur du problème, il est là. C'est l'évaluation formatrice et pas l'évaluation formative. D'accord, on n'entend pas. Ça me fait penser aux 3 mois que j'ai passé à lire tous les articles. Oui, mais c'est une nuance qui est absolument essentielle parce que c'est ce qui va permettre l'autorégulation. Merci, cher collègue. Alors maintenant, il ne reste pas beaucoup de temps, Ludo. Alors on va passer, parce que c'était prévu, il y a un atelier, il y avait plus de 20 inscrits. Comment? Il n'y a pas de question, il y a que des